Bonjour Marjorie. Bonjour Elisabeth. Alors vous êtes psychologue, vous avez fait l'expérience de la psychanalyse et aussi vous avez un DU de criminologie. Je suis en train de le faire, exactement ce diplôme universitaire de sciences criminelles. Alors ça a l'air de rien, mais en fait ça laisse à supposer que en dehors de la criminologie, il y a aussi d'autres matières comme le droit. Alors le droit, il s'agit quand même de ça, c'est l'interrogation, disons, qu'ont eu les sociétés, les différentes cultures, à plein de moments de notre histoire pour savoir quoi faire, disons, des sujets qui sortaient de la ligne. Finalement, c'est, disons, les questions qui ont été soulevées par la clinique, notamment dans différents domaines de la protection de l'enfance dans lesquels j'interviens depuis presque 20 ans maintenant. Je me suis beaucoup questionnée sur le traitement en institution, le traitement collectif, des sanctions par exemple. Et je fais des interventions cliniques en analyse de la pratique ou en supervision d'une façon très, très vaste dans plein d'associations, à la fois de la protection de l'enfance mais aussi du médico-social d'une façon plus globale, plus large. Et en fait, quand le recours au tiers n'est pas très nettement marqué dans la procédure institutionnelle, disons, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller voir la gendarmerie, de pouvoir aller voir la police quand il y a des situations qui sont illégales, y compris à l'intérieur de l'institution, finalement il y a une pente qui se dessine assez rapidement, qui dépasse même les volontés individuelles, les projets institutionnels, qui se dessinent, alors ça dépend, mais c'est vrai sur un axe quand même plutôt sadomasochiste, c'est-à-dire ou de dire bah, la loi c'est nous, et du coup de faire des espèces de bibles très très grosses avec des règlements intérieurs où il y a des règles pour tout et n'importe quoi, où ça devient ubuesque finalement, absurde pour les enfants de vivre là-dedans. Et ou alors de l'autre côté, des lieux qui se veulent d'ailleurs profondément humanistes et qui sont opposés à cette forme d'autoritarisme tyrannique, mais qui du coup assez rapidement quand même ont tendance à glisser du côté de « je me fais frapper », un enfant me bat, et du coup à faire flamber une forme de masochisme qui se répand très facilement. Une absence totale de recours à la loi ou même à la plainte, c'est-à-dire des équipes éducatives qui encaissaient beaucoup de violence, plutôt avec une forme d'impératif moral, c'est notre travail. Hein, on travaille en ITEP, on travaille en IME, on est là pour ce genre de difficultés. Et en fait, moi j'étais très étonnée, je fais de l'analyse de la pratique avec eux, donc il y a des rectifications subjectives qui sont possibles à ce moment-là. Et du coup, je me suis interrogée sur la manière dont la société protège les enfants aujourd'hui, en 2023, disons, sur la façon dont elle encaissait, elle aussi, un certain nombre de violences, et du coup sur le lien social que ça générait entre nous, finalement. Quand on relit Kant avec ça, de Lacan le dit très clairement, voilà, c'est écrit noir sur blanc, les impératifs moraux entraînent toujours une pente sadique. Par contre, bon, bah voilà, aujourd'hui, avec des sujets qui sont moins sensibles aux symboles, comment on fait pour faire tenir un lien social pacifié, peut-être pas pacifique, mais pacifié, négocié, consenti, sans justement soi-même en tant que professionnel être entraîné vers des pratiques dans lesquelles on ne se reconnaît plus, quoi. Il me semble que c'est beaucoup plus simple de réguler justement ces questions-là quand on se réfère à la loi civile. Dire que ça c'est interdit légalement, qu'en fait ils ont des droits qui sont inscrits dans le code pénal, dans le code civil ou dans le code du travail, ça me paraît beaucoup plus opératoire. Et finalement, ça trace des lignes qui sont plus fines, moins floues. Et finalement, je trouve que ça fait bouger beaucoup plus les institutions, y compris les cadres dans ces moments-là, qui du coup ne sont pas forcément en analyse de la pratique avec nous, de se référer à la loi. Et finalement, la question de la loi est un pan de la culture globale, disons, de notre société, qui est très, très marginal dans l'étude de la psychologie clinique. En fait, moi j'ai eu la chance de faire mes études à Nantes, dans une université qui à l'époque en tout cas était majoritairement dominée par la psychanalyse lacanienne. Et c'est vrai que la loi, on ne l'a pas vraiment abordée sinon sur le registre du symbole, hein, du symbole pur, c'est-à-dire les deux grands tabous freudiens, voilà, du meurtre et de l'inceste.
ce qui reste évidemment ces tabous, ils restent des jalons très importants dans ma pratique. En fait, les interventions que je peux faire au niveau médico-légal, c'est dans une unité qui s'appelle le CAVIM, qui est à La Roche-sur-Yon et qui consiste en accueil de victimes de violences intrafamiliales. C'est une branche de la médecine légale. Il y a une UAPED dans chaque département qui vraiment est un lieu d'accueil pour les enfants victimes de violences et de maltraitance. Il y a dans cette unité des psychologues, mais disons, ils sont majoritairement secondés par des médecins légistes, des assistantes sociales, des secrétaires, qui sont vraiment là pour travailler des auditions communes avec la gendarmerie. Et en fait, c'est un travail du coup qui est pluridisciplinaire, finalement un peu tripartite entre la gendarmerie d'un côté, des praticiens de l'interrogatoire, qui sont intéressés par la psychologie de l'enfant, qui sont intéressés aussi par les contournements à faire pour ne pas malmener des sujets de bas âge. Et puis les médecins légistes qui, eux, sont du côté d'amener les sujets à montrer leur corps blessé, le corps blessé. Et la psychologie clinique orientée par la psychanalyse, très clairement, qui vient, elle, essayer de faire valoir la subjectivité des enfants à ce moment-là, et finalement de tout le monde de tourner autour de la blessure finalement dans le discours ou dans le corps, et de pouvoir prendre un petit peu de recul vis-à-vis de l'horreur que ça génère. Parce qu'en fait, ce sont des lieux quand même qui sont traversés par beaucoup de violence, par beaucoup d'horreur, tout simplement, par un réel qui est angoissant, du côté des victimes, mais aussi du côté des professionnels. Et de pouvoir s'extraire de tout cela pour en garder une forme de logique. Et là-dessus, l'ascèse de la psychanalyse est tout à fait salvatrice. Et en fait, l'orientation analytique dans ces services-là, elle est souhaitée pour justement maintenir une forme de posture équilibriste, c'est vrai, mais juste. Ce sont des enfants qui viennent déposer leurs plaintes, déposer leurs dommages, disons même, ce qu'ils ont subi de la part de leurs parents ou de leur entourage comme violence. Et finalement, de vraiment tous s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la norme ? Qu'est-ce qui fait que pour tel enfant, ça demeure une transgression et que pour tel autre, ça n'en est pas du tout une. Et finalement, le flou du côté de la norme m'a amené vraiment à me demander à quel moment les sociétés, justement, régulaient les transgressions et comment, d'autres disciplines que la nôtre y avaient réfléchi. C'est ça qui m'a amené à m'inscrire au DU de sciences criminelles, vraiment juste avec beaucoup de curiosité. Du côté du droit, les choses sont très rigoureuses. C'est très rigoureux, c'est tout à fait passionnant. La question de la peine, notamment, de toute la réflexion qu'il y a autour de l'arbitraire de la peine, de l'individualisation des sanctions, c'est très très intéressant. Lacan, lui, dans son texte des écrits sur la criminologie, dit bien insiste beaucoup sur la notion de responsabilité individuelle, de responsabilité collective aussi, mais individuelle particulièrement, en disant que le psychanalyste peut intervenir dans des situations, disons, médico-légales, mais pas sans peine. Et ce pas sans peine résonne de toutes ces équivoques, c'est-à-dire pas sans avoir de la peine, mais peut-être pas sans peine non plus, c'est-à-dire pas sans intervention d'une sanction au niveau social. De la difficulté de travailler s'il n'y a pas d'intervention de la loi. Et finalement, de relativiser cette prise en charge individuelle où la parole aurait tous les pouvoirs, disons. Ce que m'a démontré la psychanalyse, c'est que finalement, la parole n'avait pas tout pouvoir, qu'on butait sur un réel, et que peut-être, à ce niveau-là, la loi pouvait en constituer un de réel. Au-delà de l'individu et de sa singularité, de son histoire, des éléments logiques qu'on aperçoit, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on répond ? Et en fait, cette réponse, elle ne peut pas être entièrement singularisée, sinon, en fait, on se défait d'un certain nombre de normes qui ont cours, disons, dans l'ordre social, qui font lien social malgré nous, c'est-à-dire des choses communes, disons. Voilà, des liens communs, des interdits communs, des impossibles communs. Et en fait,
il m'a semblé que la singularisation à outrance était autant un problème que le défaut total de singularité qu'on trouve justement dans les approches très statisticiennes, et qu'un entre-deux était nécessaire, mais du coup en se référant, disons, au collectif comme un tiers, je trouve qu'on... Bon, en tout cas, moi j'ai le sentiment qu'on peut éviter un certain nombre d'écueils. De l'interdit à l'impossible, oui. C'est vraiment un parcours très net du côté du droit pénal, hein. Il y a vraiment quelque chose qui a changé. Les modèles divins, disons, ou monarchiques de l'interdit du côté de la parole qui suffisait pour limiter les sujets, la peur du purgatoire ou de l'opprobre social, tout simplement, de la part des pairs, n'est plus du tout suffisante pour arrêter les individus. Ça a été constaté dès la révolution industrielle, dès la fin du XIXe siècle, donc d'une manière assez cohérente avec ce que Lacan a pu dessiner dans les complexes familiaux, du côté de la chute de la fonction paternelle, et vraiment de faire consister beaucoup plus le code pénal comme une butée, du côté de l'impossible, de marquer en tout cas quelque chose comme tu peux aller jusque-là, mais ce ne sera pas sans conséquence. Et la difficulté des sociétés à tenir cet impossible, évidemment, puisque les moyens de la sanction sont difficiles à mettre en place. Les questionnements du côté de l'emprisonnement, du côté des réclusions, le constat très général au-delà des sociétés. D'ailleurs, moi je ne m'y attendais pas trop, mais à considérer que les réclusions ne fonctionnent pas du tout comme un point de butée pour les sujets, et que bien plutôt, en fait, c'est la recherche d'une prise de conscience, de la responsabilité justement qui est recherchée par les juges aujourd'hui beaucoup plus. Donc voilà quelque chose quand même qui reste affine avec notre discipline, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait émerger chez un sujet un point de rebroussement. L'intervention de la psychanalyse là-dedans, elle me semble vraiment salutaire, puisque justement, pour faire scansion, disons, pour faire dialectique, on n'a pas peur, nous, de nous servir de tiers efficace. Et on reconnaît la fonction du réel, en fait, comme point de butée, et que il faut pouvoir être peut-être pas trop gentil, peut-être parfois un peu dur, pas trop non plus, et voilà, ce pas tout dans un système qui permet quand même de relativiser les idéaux me semble être une respiration nécessaire pour tout un chacun finalement.